Bonjour et bienvenue, David Giraudot. Heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le directeur général de la Micaline. On va découvrir, évidemment, détailler vos actions en matière de RSE. Mais d'abord, c'est l'histoire. C'est une histoire familiale, la saga Bartaux. Elle démarre quand ? Alors, on donne plusieurs dates, mais moi je vais prendre celle de 1921, c'est quand même pas mal. Ouais. C'est-à-dire mon arrière-grand-mère, Angelina Bartaux, qui en fait passe d'un métier de meunier à un métier de boulanger à Sallertaine, en Vendée, dans le Marais. Et donc la saga a démarré vraiment à ce moment-là, tout en étant, je dirais, en gestation jusqu'à l'après-guerre, puisque nous avons été des boulangers artisans, on va dire classiques, jusqu'à l'arrivée d'André Bartaux. André Bartaux, vous êtes le petit cousin, c'est ça, d'André Bartaux ? Exactement. Quand est-ce que vous arrivez dans l'aventure, vous ? Personnellement ? Oui. Alors j'arrive en 1995, en fait c'est assez marrant, mon arrière-grand-mère, donc Angelina Bartaux, tenait à ce que l'ensemble de la famille se réunisse une fois par an. Et il se trouve que j'étais dans les jeux vidéo, moi, rien à voir. Et André, à ce moment-là, 1994 exactement, me propose un plan d'accompagnement avec lui de développement de la marque. À l'époque, il y a 25 magasins à peu près. Et il commence à me faire rêver en me disant, avec la technologie de la surgélation, avec tout ça, on va pouvoir se développer sur la France. Donc ambition 100 magasins 2001, ce qui s'est réalisé. Et puis 200 magasins 2011, et puis maintenant 250 points de vente. Ouais, et vous veniez d'un univers finalement déjà de l'économie numérique, vous aviez déjà ça en tête ? Alors j'ai participé à l'aventure Adibou, je ne sais pas si Adibou vous dit quelque chose. Donc j'ai fait partie des créateurs d'Adibou au départ. Donc on était déjà dans un mode start-up avant même que ça existe. Mais rien à voir avec la boulangerie. Oui, mais ça vous a servi. J'imagine quelques chiffres clés autour de la Micaline. Chiffre d'affaires 2021, 188 millions d'euros, 242 points de vente, plus de 38 millions de clients par an, 2200 collaborateurs et franchisés en France. Si on reprend un peu l'histoire encore, les premiers engagements RSE, vous les datez de quand ? Quasiment dès le départ, puisqu'en fait, on a la chance d'être dans un bassin agroalimentaire puissant. Je nous mets entre la Bretagne et le bassin aquitain, donc il y a énormément de production alimentaire ici. Et donc, dès le départ, on peut travailler avec des producteurs locaux de lait, des producteurs d'œufs, des producteurs de farine. Donc, je dirais dès le départ, même sans savoir, puisque si je nous remets dans le début des années 80, le mot RSE n'existait pas. Ça, c'est sûr. Mais quelque part, ça nous paraissait totalement cohérent de travailler avec des proches. Et à partir de quand c'est un engagement affiché, peut-être même une direction, enfin vous voyez ce que je veux dire, à partir du moment où ça se structure et peut-être même ça devient un enjeu stratégique dans l'entreprise, dans son développement. Alors la première, je dirais, le premier marquage important, ça date de 2007-2008, puisqu'à ce moment-là, on décide d'adhérer au club Génération Responsable qui se crée. Donc on fait partie des fondateurs, au même titre que le groupe des Mousquetaires, au même titre qu'un certain nombre dans Nature et Découverte, par exemple. Et donc on adhère à ce groupe et on commence à structurer cette démarche RSE, avec en particulier, je donne l'anecdote, mais dès la fin des années 2000, on décide d'arrêter les sacs plastiques en magasin. Sacs plastiques qui servaient pour les consommateurs à l'époque pour, je dirais, garnir la poubelle de cuisine. Ça faisait le sac. Et donc, ça a été un tollé à ce moment-là, un véritable tollé, comme quoi les choses ont changé, puisque les consommateurs ne comprenaient absolument pas notre démarche. Ils disaient, non, c'est bien pratique pour nous, ce petit sac plastique, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, à cette époque-là, on recule là-dessus, mais ça ne nous empêche pas de continuer l'ensemble des démarches, de créer finalement le département RSE à l'intérieur du comité de direction et de commencer à structurer un certain nombre de choses, notamment dès le départ sur les additifs et sur les additifs controversés, puisque on se rapproche de nutritionnistes et on essaie de travailler avec eux pour mieux faire, quoi. Alors, on va y revenir sur cet aspect des additifs. Il y a un certain nombre d'engagements là qui ont été pris à l'horizon 2025. Vous êtes notamment membre du réseau labellisé Enseigne Responsable, ça c'est depuis 2018. Ça veut dire quoi ? Il y a un label qui est associé ? Comment ça fonctionne ? Alors voilà, ce label est issu du travail du club Génération Responsable, puisqu'on s'est associé avec différentes enseignes pour créer ce label. Alors ce label est très proche de l'ISO 26000 en fait.
mais adapté un peu plus au métier de commerçant. Donc c'est un label qui vient traiter l'ensemble des domaines RSE, que ce soit sociétal, social ou environnemental. C'est concrètement des audits de magasins. On vient de procéder à l'audit de quasi l'ensemble du réseau sur 2021. D'ailleurs, on est le seul réseau en France à avoir fait ça. Et aujourd'hui, quasiment 75%, 70% des gens audités ont... alors, ils ont pas la note maximum, ils sont autour de 3, 3,5 sur 5, mais ils ont un bon point de départ pour imaginer des voies de progrès dans tous les domaines. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est aussi un aiguillon, c'est une marge c'est un chemin, c'est une marge de progression. Et d'ailleurs, ces progrès, ils sont évalués chaque année. Et globalement, en 2018, vous aviez reçu la note de 3,10 sur 5. Vous en êtes où là aujourd'hui ? Alors, vous avez deux labels. Vous avez le label commerçant responsable, qui est le label qui a été développé pour les magasins, en fait. Et puis, vous avez le label entreprise responsable. Donc, sur celui-ci, on est à la 3e mouture. On est les premiers à avoir dépassé la note de 4. Je réponds à votre question. Okay. Donc, on est très fiers de ça. Et on voit bien qu'en se mettant dans une démarche d'amélioration continue, je pense que la RSE, c'est pas un blanc ou noir. Ça ne sera jamais ça. C'est quelque chose qui est un axe de progrès. Oui, et puis c'est même une forme de transparence à avoir vis-à-vis des clients, de dire on n'est pas parfait, tout n'est pas parfait, il faut assumer ça, quoi, d'une certaine façon. Oui, exactement. Voilà, quand on est à notre 3e bilan carbone, bon, on sait exactement où on consomme, je dirais, dans notre écosystème La Micaline. Par exemple dans le transport ou dans l'approvisionnement par les fournisseurs. Bien, on verra, je ne sais pas si on en reparlera, mais on a lancé une démarche avec EcoVadis pour essayer d'évaluer nos fournisseurs et accompagner indirectement nos parties prenantes à se mettre sur des démarches vertueuses. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire une mobilité plus électrique, par exemple ? Alors voilà, si on parle du transport, souvent le transport routier, c'est quelque chose qui est marqué au fer rouge. Bon, on travaille avec un certain nombre de transporteurs, en particulier un transporteur vendéen qui s'appelle les Transports Mousset. Et ils viennent d'intégrer déjà deux camions hydrogène. Pour les 38 tonnes, pour les gros transports, l'électrique n'est pas encore une solution présente. Par contre, des démarches, la Vendée est très en avance sur l'hydrogène propre. Et donc, on a capacité à tester à petite échelle, mais à tester aujourd'hui du transport qui pourrait demain être généralisé. Si on revient dans les magasins, est-ce qu'il y a encore beaucoup de plastique à usage unique, par exemple, dans vos magasins ? Alors, il nous reste quasiment plus rien. C'est-à-dire qu'on a éradiqué l'ensemble des choses. Il reste une difficulté pour quelques petits produits, notamment ce qu'on appelle des cups chez nous. Ce sont des desserts, en fait, qui sont dans des contenants plastiques. En fait, le vrai débat demain, c'est comment traiter le réutilisable, que ce soit pour ce genre de conditionnement, que ce soit pour les salades, par exemple, ou différentes choses. Comment on peut... Alors, les salades, on est déjà passé sur du carton, mais comment traiter à l'intérieur du magasin l'utilisation du verre, faut être très clair. Puisque le verre, d'un point de vue sécuritaire et tout, c'est pas génial. Et comment traiter, notamment tout ce qui concerne la livraison, le rapatriement des conditionnements. Voilà, il y a tout encore un écosystème à inventer autour de ça. Et pour le reste, il n'y a plus de couverts, il y a plus. Les emballages sont vraiment limités au minimum. On suit la route, quoi. Je reviens sur la logistique, sur par exemple les matériaux, les cartons, le carton recyclé. Enfin, vous voyez, j'imagine vous avez dû lister les leviers d'amélioration possibles. Alors, on a déjà fait une mutation pour nous. En fait, on a un seul site d'approvisionnement qui est le site de Saint-Jean-de-Mont. Donc, on livre l'ensemble du territoire. Et en fait, depuis le départ, la logistique, nous utilisions, vous allez voir, c'est assez paradoxal, des contenus réutilisables. En clair, les produits n'étaient pas livrés dans du carton, mais étaient livrés dans des caisses plastiques. Et ces caisses plastiques, il fallait organiser des grandes, il fallait organiser une forme de logistique de retour. Et donc, on a fait des analyses pour savoir quel était le plus vertueux pour la planète. Est-ce que c'est mieux d'utiliser des caisses plastiques et de les ramener pour les nettoyer, ou est-ce que c'est mieux de tout basculer en carton et de recycler les cartons sur place ? Il s'avère que les cartons sont plus vertueux pour la planète. Donc, on a pendant 2 ans et demi, 3 ans, assumer cette transition, parce que ça change tout au niveau du conditionnement, dans l'unité de production, au niveau du transport, au niveau de l'utilisation de ces produits-là dans les magasins par nos franchisés. C'est pas si simple que ça. Donc ça a été fait, ce qui nous a amené en fait une diminution carbone assez importante, de l'ordre de 13%, par cette mutation. En fait. Ça coûte cher ?
En fait, on ne peut pas répondre à cette question comme ça. Quel est l'impact? Effectivement, ça coûte plus cher d'utiliser du carton que du recyclable. Mais au bout du bout, en fait, c'est plus vertueux pour la planète. Les équations RSE sont toujours des équations à plusieurs entrées. On ne peut pas faire simplement dire si je fais ça, ça va donner ça. Non, c'est pas vrai. Ce sont des problèmes complexes qui, quand vous changez quelque chose, amènent des problèmes ou amènent la nécessité de trouver des solutions ailleurs. Donc, on fait toujours un rapport global, en fait. Si on reste sur votre site de production en Vendée, il doit y avoir la question de la consommation d'eau, par exemple. Est-ce que vous consommez beaucoup d'eau et qu'est-ce que vous avez mis en place pour réduire cette consommation? Alors, on est assez peu consommateur d'eau. C'est vrai. C'est plus de l'énergie pour nous, si on veut parler de consommation importante, plus parler d'électricité et de gaz que d'eau. Et en fait, on est dans le Marais, c'est génial. Donc, on a notre propre station d'épuration. En plus, on salit assez peu les eaux. Donc, en fait, on retraite les eaux, on recycle les eaux directement sur notre site. Donc, ce n'est pas un véritable sujet pour nous. Ça n'a pas été le levier principal. Non. En revanche, sur quoi? Sur la consommation d'énergie, d'électricité, il a fallu sourcer de l'énergie verte. Ça a été quoi les choix que vous avez faits, par exemple? On essaye petit à petit, mais à notre échelle aussi, de produire nous-mêmes un certain nombre de... Alors, on a deux bâtiments principaux, un bâtiment de 3500 m² et un bâtiment de 15 000 m². Sur le bâtiment de 3500 m², qui date de 2008, on a déjà photovoltaïsé le toit, donc on produit un petit peu d'électricité. Et là, on profite d'une extension de 1500 m² pour également mettre du photovoltaïque sur l'ensemble du site. Ça reste très minoritaire. C'est à peu près 2% de l'électricité qu'on produit. Beaucoup, donc il faut qu'on trouve des solutions. Alors énergie verte, on essaie de trouver des contrats adaptés. Voilà. Je ne peux pas vous cacher qu'aujourd'hui, notre problématique, c'est l'explosion du coût de l'électricité. Bien sûr. Et comment gérer cette problématique-là, sachant que moins consommé et complexe actuellement avec les outils qu'on utilise. Sur les matières, ça se rejoint sur les matières premières. Là aussi, on est en pleine période d'inflation. Le cours des céréales aujourd'hui, notamment le cours du blé, c'est un problème pour vous? C'est un problème pour nous. C'est un problème puisque en fait, on est des gros consommateurs, évidemment. Donc, on se fournit 100% français, soit en CRC, soit en bio. Les deux. Enfin, ça dépend des produits. CRC, culture raisonnée contrôlée. En fait, c'est une norme qui a été validée avec un certain nombre de producteurs pour limiter l'impact du plomb, vérifier la traçabilité évidemment, vérifier que l'agriculteur est correctement rémunéré par rapport à tout ça. Voilà. Donc on est déjà dans du français. On n'est pas touché par évidemment la crise ukrainienne par exemple. Pas plus mal. Oui, parce que si la Russie engobe l'Ukraine, elle aura quoi, un tiers de la production de blé mondial, c'est ça? C'est le grenier à blé au moins de l'Europe. Donc on ne peut pas être dépendant actuellement de situations comme ça. Bon, de toute façon, de manière générale, je pense que la crise a montré que maîtriser, entre guillemets, ou bien connaître ces filières du début à la fin permettait d'éviter un certain nombre d'aléas. On peut dire ça comme ça. Tiens, un mot du chocolat, parce que le chocolat il vient forcément de loin. Comment vous vous assurez qu'il est produit dans de bonnes conditions pour les paysans locaux? Alors on va franchir un cap. Le chocolat est une vraie problématique puisqu'en fait c'est produit dans peu d'endroits dans le monde. Et là, les tensions d'Afrique, par exemple, amènent des difficultés d'approvisionnement sur le chocolat. Bon, c'est comme ça, donc des coûts supplémentaires. Donc on a bien regardé les filières. Alors, on a la chance d'avoir 13 filières chez nous. On a à peu près toutes les filières d'agro, c'est-à-dire du végétal, en passant par la protéine animale, en passant par le poisson. On travaille avec tous ces gens-là. Les fruits, légumes, évidemment. Les fruits et légumes. Pour ce qui concerne le chocolat, en fait, dès 2022, on a regardé toutes les filières. On a pensé que la filière bio, alors il y a l'équitable, il y a le bio, il y a le bio équitable, il y a toutes ces choses-là. Et donc, on va plutôt basculer sur du bio. Sur l'ensemble de la gamme à partir de 2022. Mais ça reste des grosses consommations pour nous également. Quand vous parlez de bien manger, vous avez évoqué tout à l'heure les additifs. Donc, quel choix, quelles actions vous avez mis en place pour qu'il y ait moins d'additifs dans les produits que vous proposez? Alors déjà, tous les additifs, ce qu'on appelle additifs controversés. Maintenant, le mot additif, il veut presque dire controversé tout de suite. Mais additifs controversés, comme je vous le disais, à la fin des années 2010, on a travaillé avec des nutritionnistes, des médecins, pour s'assurer que ceux qui pouvaient être
sur la liste rouge disparaissent de nos produits rapidement. Donc on a réglé le problème, je dirais, il y a déjà quelques années. C'est-à-dire que vous avez anticipé, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas interdits, mais vous avez décidé de ne pas les utiliser, c'est ça, hein? Il y avait, vous savez, il y avait des suspicions d'additifs cancérigènes ou ce genre de trucs. Donc, on s'est fait accompagner et aider des médecins pour dire bon, là, les mecs, celui-là, bon, pour le moment, on ne sait pas, mais il vaut mieux éviter. Principe de précaution. Principe de précaution, exactement. Ensuite, bon, certains additifs restent nécessaires. C'est pour ça qu'on s'est donné aujourd'hui 95%, 90% de nos produits ont moins de 5 additifs qui ne sont pas controversés déjà. Et l'idée, c'est de trouver des solutions. Je vous donne un exemple. Le glaçage des éclairs. Vous allez me donner faim. Le glaçage des éclairs, on utilisait finalement les mêmes additifs que le glaçage des médicaments. Vous voyez, des petites gélules qui sont toutes brillantes là. Et en fait, c'était la seule solution pour donner cet aspect de brillance, ainsi de suite. Donc il a fallu faire des recherches pour continuer d'avoir un glaçage, je dirais, appétant, tout en supprimant ce genre d'additifs. Donc c'est un vrai travail. On a un labo R&D chez nous. C'est un vrai travail sur un certain nombre d'éléments qui historiquement faisaient partie de la composition des produits et demain doivent disparaître. L'huile de palme, tiens, il y en a dans vos pâtisseries? Non, on n'a jamais utilisé. On a pu être impacté par l'huile de palme par certaines sous-traitances qu'il a fallu ce qui n'est pas simple, hein, parce que parfois il faut remonter loin dans la chaîne de valeur pour trouver l'origine. Et il y a des produits, alors maintenant c'est moins vrai, mais il y avait des produits qui étaient fabriqués uniquement avec de l'huile de palme à un certain moment. Donc il a fallu trouver des solutions. Chez nous, on n'a jamais intégré l'huile de palme dans la fabrication, donc ça n'a pas été un souci majeur. Est-ce que vous avez opté pour le Nutri-Score? On n'a pas encore, parce qu'en fait, on vend des produits, on ne vend pas de produits en libre-service, donc on n'a pas d'étiquetage. Est-ce que ça pourrait être utile? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est un aiguillon. Moi, j'en ai discuté avec beaucoup de chefs d'entreprise ici. Au départ, il y a peut-être un peu de réticence, mais c'est un aiguillon, c'est même un objectif interne d'une certaine façon. Alors, il y a débat sur le Nutri-Score parce que je sais que mes amis de la charcuterie sont très en colère, mes amis du fromage sont très en colère très en colère. En tout cas, sont perturbés par ce schéma-là parce qu'il y a quand même une prise de parti de dire que s'il y a trop de glucides dans un produit, c'est pas bon, ou s'il y a trop de je ne sais quelle autre chose. Bon, pourquoi pas? Pour nous, c'est sûr que mettre un Nutri-Score au Roquefort, c'est un peu absurde parce que ça veut dire qu'on arrête le Roquefort. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Il faut faire attention aussi à pas être jusqu'au boutiste. Après, c'est une question de quantité. Il ne faut pas manger 200 grammes de Roquefort tous les matins au petit déjeuner, parce que je pense qu'au-delà même d'un certain nombre de conséquences, ça ne serait pas raisonnable du tout. Mais par contre, nous, le Nutri-Score, c'est un objectif qu'on va avoir. On a dans notre programme RSE un volet transparence. Et de dire, que ce soit dans la composition des produits, que ce soit dans l'aspect calorique ou que ce soit dans l'aspect Nutri-Score, parce que Nutri-Score est quand même rentré, qu'on soit d'accord ou pas, c'est aujourd'hui quelque chose qui est compris par le consommateur. Et ça, c'est vachement important. Il y a peu de labels aujourd'hui qui sont compris par le consommateur. Donc, c'est des choses sur lesquelles on va communiquer. Par contre, sur notre site internet, il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas d'étiquetage de produits en point de vente. Voilà. Tout en acceptant qu'un cookie soit peut-être C ou B ou C. Comme je vous disais, il ne s'agit pas de manger 15 cookies tous les jours. Bien sûr. Comment vous luttez contre le gaspillage alimentaire? Parce que ça, c'est un enjeu aussi très important dans votre secteur. Alors, deux niveaux. Au niveau de l'industrie, on va dire que c'est assez simple. On recycle à peu près 95% via de l'alimentation animale. Enfin, encore une fois, on maîtrise notre écosystème autour de nous. Faut le faire, mais c'est pas très compliqué. Dans les points de vente, c'est une autre paire de manches. Alors, il y a beaucoup aujourd'hui, on essaye de donner, en fait. Plutôt que de jeter, on essaye de donner. Donc, on donne les magasins, la plupart sont franchisés, sont libres de donner à l'association qu'ils veulent, de la manière dont ils le souhaitent. Accessoirement, ils ont un petit coup de pouce fiscal quand ils le font, donc ils ont tout intérêt à le faire. Je voyais 2020, près de 6000 kilos d'aliments donnés. Donc c'est quand même un élément important. Là-dedans, il y a les biodéchets de l'unité de production, c'est ça? Dans ces chiffres-là. Ouais, alors 2020, en plus, c'est une année très particulière, puisqu'on a donné des choses au moment du premier impact Covid. Là, pour le coup, on ne se posait pas la question, parce qu'il a fallu arrêter l'unité de production. D'accord, ok. Alors, pour revenir aux franchisés et aux magasins. Alors, il y a donc le premier niveau, c'est celui-ci, c'est-à-dire les biodéchets.
ou ce qu'on pourrait appeler biodéchets, en tout cas les restes ou les pertes, ce qu'on appelait les pertes, il y a aujourd'hui des filières locales qui permettent de récupérer ces choses-là. Et c'est vraiment notre démarche, c'est de dire, bon, écoutez, ne jetez pas des choses qui pourraient servir à des associations, des choses comme ça. Le deuxième élément, c'est en fait déjà le tri des déchets en magasin, que ça soit pour les franchisés et pour les consommateurs, à travers des poubelles de tri. Et le deuxième élément, et là on est en relation avec le gouvernement sur notamment le ministère de la Transition écologique, c'est quelles sont les filières aujourd'hui mises en place par les collectivités locales de recyclage. Et là c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'entre les volontés de chacun et la réalité du terrain, on a un vrai écart. Donc l'idée, on a travaillé, je suis administrateur de la Fédération de la boulangerie, on travaille avec le SNAR, le syndicat de la restauration rapide, et on a mandaté 2 entreprises qui ont, je dirais, audité l'ensemble du territoire pour essayer de voir, partout où on était placé, quelles étaient les filières potentielles. Est-ce qu'il y a des filières qui sont déjà en place ? Quand j'entends des filières de collecte, simplement, des filières de collecte. Et s'il n'y a pas de filière en place, est-ce qu'on peut faire des filières en travaillant avec nos collègues, nos collègues, nos marques, je ne vais pas les citer, mais les collègues, pour se dire, bon, comment nous-mêmes on peut organiser ces filières-là ? Alors, d'un point de vue logistique, c'est faisable. D'un point de vue économique, et on pourra parler un peu quand même de la dimension économique de la RSE, d'un point de vue économique, on est aujourd'hui sur des surcoûts estimés de l'ordre entre 800 et 1000 euros par mois de collecte, par point de vente. Ce qui est un facteur un peu nouveau sur les équilibres économiques quand même. Donc il va falloir optimiser tout ça, parce que 12 000 euros par an supplémentaires de charges pour une activité égale, c'est pas neutre. Allez, on termine là-dessus justement. Est-ce que c'est compliqué justement autour de ces enjeux économiques d'embarquer parfois les franchisés ? Ah oui. Oui, parce qu'en fait, c'est un investissement. Il faut arriver à passer de la compréhension du coût à la compréhension de l'investissement, en fait. Que demain, les entreprises qui ne seront pas considérées comme responsables par les consommateurs seront boudées. Et ça, il faut qu'on en soit tous persuadés. Moi, j'en suis persuadé le premier. Mais ça devient un facteur de choix. Au-delà même de la qualité du pain au chocolat ou de l'accueil, ça va devenir, ou ça devient déjà un critère de choix. Les réseaux sociaux s'en emparent de manière très forte. Donc oui, c'est de la bataille avec nos franchisés. Bon, moi je suis plutôt team chocolatine. C'est le Sud-Ouest qui parle. Merci beaucoup. Merci David Giraudot. À bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, la plateforme Casidomi.